La peur est une émotion qui existe depuis plus de 400 millions d'années, c'est-à-dire avant les dinosaures, parce que c'est une manière de survivre face à diverses menaces, donc c'est l'émotion la plus vitale en fait. Ce qui veut dire qu'on est héritier de quelque chose qui est paramétré depuis très longtemps. Et donc on se retrouve dans un monde sécurisé mais angoissé. Est-ce que j'ai envie d'être piloté par cette petite noyau de neurones que je partage avec la salamandre, ou est-ce que j'ai envie d'accomplir mon humanité pour véritablement exercer mon libre arbitre? On a tous peur, il se passe des mécanismes inconscients dans notre cerveau et cette semaine on parle avec Sébastien Boller, c'est un véritable spécialiste des neurosciences. On lui demande à la fois comment il arrive à expliquer ça dans ses livres, mais aussi à garder sa casquette de chercheur. C'est intéressant parce qu'on comprend comment il arrive à être à la fois écrivain, mais aussi à avoir d'autres activités et surtout il nous aide à comprendre les mécanismes de notre cerveau. Bonjour Sébastien Boller. Bonjour Marine. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui parce qu'on va parler de ce livre, mais avant toute chose, j'ai envie de savoir comment on passe de polytechnicien à écrivain de romans et aussi d'essais, ce qui est peut-être un peu plus courant. Ah bah c'est tout un processus, toute une évolution, mais je pense que dès le départ, j'avais en moi la fibre de l'écriture. J'ai toujours beaucoup aimé écrire. J'ai toujours été assez bon en classe, même ayant fait des études scientifiques dans toutes les matières littéraires. Et ce qui me fascinait dans la science, c'était le récit. Hmm. Il y a une grande part d'imaginaire dans la science. Et si on l'oublie, on devient plus technicien que scientifique. Et, hum, et, je- et j'ai découvert peu à peu, à travers mes études de sciences, puis mon travail de recherche en doctorat, que c'était une nourriture pour l'imaginaire et pour le récit. Et que la science avait besoin d'être racontée et en voyant ce qui se passe dans les labos, c'était comme un tremplin pour imaginer le futur ou pour voir quelle était la résonance de la science dans l'esprit des gens de tous horizons. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que quand on parle de science à des scientifiques, en général, on a un petit peu un écho, Oui. un peu mimétique, alors que si on parle de science à son voisin de métro, là on se dit ah ouais, en fait, ça peut aller jusque-là dans l'esprit des gens, et c'est là que ça prend une résonance bien plus grande. Et tu penses que par le biais de l'écriture, tu arrives à mieux transmettre aussi tes recherches, tout ça? Alors, j'arrive beaucoup mieux à transmettre, mais avant même de transmettre, en fait, c'est transmettre et en même temps, c'est comprendre, parce que c'est seulement en écrivant que j'ai l'impression de comprendre ce qui se loge dans, en fait, le matériau foisonnant, presque informe des données scientifiques qui sont aujourd'hui pléthoriques, qui sont stockées dans les banques de données, les revues internationales. Et en écrivant, on est obligé de raconter une histoire, donc de privilégier certaines informations, de voir comment elles se connectent les unes aux autres et de voir émerger des grandes lignes de force, en fait. Et l'écriture, pour ça, c'est un outil d'exploration, de mise en forme et un outil pour donner du sens. Et quelle place l'écriture trouve dans ton quotidien? Je sais que tu t'occupes d'un journal, tu as été aussi chroniqueur radio, tu fais de la recherche, donc tu es quand même sur beaucoup de sujets. Aujourd'hui, comment tu arrives dans ton quotidien à écrire? L'écriture, c'est vraiment il y a deux, je marche sur deux jambes. C'est la recherche et la recherche bibliographique, donc s'imprégner de tous les écrits qui sortent des laboratoires et qui nous livrent des connaissances tous les jours sur ce qu'on découvre sur le fonctionnement de notre cerveau, puisque c'est mon domaine. Et puis l'écriture, c'est les 50 autres pourcents, l'autre moitié, où j'essaye de comprendre vraiment ce que j'ai retenu de tout ça, en le mettant par écrit. Et qu'est-ce que je raconterais d'important si j'avais 5 minutes ou 10 minutes ou 1 heure pour en parler à quelqu'un? Qu'est-ce que je dirais? Et c'est là que l'écriture intervient, euh, comme outil de réflexion aussi. Parce que souvent on me demande, mais écrire, c'est pour communiquer. Pour moi, c'est d'abord pour formuler ma pensée. Ok. C'est-à-dire que j'interviens aussi beaucoup par oral dans des conférences, mais je sais que si j'étais obligé de penser uniquement en alignant des mots à l'oral, j'aurais pas le même pouvoir d'investigation, de découverte euh, que par l'écrit. Une fois que la phrase commence à être sur le papier, chaque mot, du fait que je le lis également, enfin il y a une rétroaction entre la main et l'œil, appelle une autre pensée, avec beaucoup plus de précision qu'à l'oral. Et je sais que si j'essaye de développer une pensée un peu complexe à l'oral, je vais aller beaucoup moins loin que par l'écrit. C'est un outil incroyable, en fait. Et après, tu arrives à reformuler, tu as posé les choses en fait. Oui, oui, à chercher la bonne expression, à condenser, et surtout, à voir à long terme. C'est-à-dire que l'écriture, a priori, elle a la possibilité de voyager sur 200, 300 pages.
ce que la pensée, la pure cognition du cerveau, à mon sens, n'est pas capable de faire. C'est comme une monture qui permet de voyager loin. Il y a le support de l'écrit, qui a quelque chose de matériel, quelque chose de mécanique aussi, parfois quelque chose de très précis, comme un moteur qui permet d'envisager un voyage qui va beaucoup plus loin que le simple discours oral. Mais j'ai envie de te demander aussi, ta spécialité, c'est les neurosciences. Comment tu pourrais nous résumer ça? C'est quoi exactement les neurosciences? Les neurosciences, c'est l'étude du fonctionnement des systèmes nerveux, et donc plus particulièrement du cerveau. Ça peut être les cerveaux de différents animaux, et plus particulièrement du cerveau humain, puisque c'est vraiment de là que viennent 90% des recherches en neurosciences. Donc c'est observer le cerveau en action. Par exemple, on peut mettre des gens dans une IRM et leur faire lire un livre et regarder ce qui se passe dans leur cerveau. Comment un cerveau lit, par exemple. Donc on voit s'allumer différentes aires cérébrales et on comprend un petit peu quelle est la mécanique intérieure. Et on peut le faire aussi avec plus de précision, avec d'autres instruments, des électrodes qu'on pose sur le crâne, ou alors parfois même des électrodes qu'on peut enfoncer dans le cerveau pour enregistrer les courants électriques produits par chaque neurone. On a 86 milliards de neurones dans notre tête, c'est eux qui créent notre subjectivité, notre pensée, notre mémoire, notre imagination. Et dans certaines manipulations très précises qu'on peut faire dans certains cas, on peut aller insérer une petite électrode qui va capter la petite voix électrique de chacun de ces 86 milliards de neurones. Alors on va pas le faire sur les 86 milliards, non, on va choisir certains. Et là, on commence à voir le langage électrique de nos cellules nerveuses qui forment un grand concert, une immense symphonie qui va donner lieu à notre conscience et à notre pensée. Tu me parles du temps long, du long terme. Tu penses que donc le livre, c'est le lieu du temps long, c'est ce qu'on s'est dit au début. Mais j'aimerais savoir si quand tu écris, tu as une méthode un peu de recherche, un peu scientifique, construite pour écrire un livre. Est-ce que tu fais un plan? Comment ça se passe? Comment tu commences? En ce moment, il y a une thématique qui devient très très importante. Et c'est pour ça que la thématique de l'angoisse et de la peur aujourd'hui m'a sauté aux yeux, parce que je pense qu'on entre dans une ère qui n'a rien à voir avec la période où je suis né. La fin du XXe siècle, la deuxième partie du XXe siècle était une période de projection dans l'avenir, de progrès, de foi dans l'avenir, de croissance, et qu'on a basculé dans un monde qui d'un seul coup s'est fermé. Et donc là, je me dis, mais qu'est-ce que les recherches sur le cerveau humain ont à nous apprendre sur nos réactions en tant qu'individus et en tant que société face à un tel bouleversement? Et donc, c'est comme ça que ça commence pour moi. Ok. L'écriture, c'est me poser une question, entre guillemets existentielle, vitale, Ouais. qui justifierait que j'y consacre beaucoup de temps. Parce que c'est vrai que consacrer 1, 2, 3 ans à l'écriture d'un livre, il faut être persuadé que c'est important et qu'on va avoir toujours envie d'aller creuser plus loin et de diffuser ce message-là. Hem, donc identifier cette envie-là, cette légitimité du sujet, et puis ensuite, la phase de recherche, c'est-à-dire aller rassembler toutes les données scientifiques, enfin, le Mhm. plus grand nombre de données scientifiques dont on dispose aujourd'hui sur le sujet en question, en l'occurrence cette émotion qu'est la peur, qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Et après avoir digéré le maximum de ces données scientifiques, arriver à les ordonner. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qui se dégage de tout ça? Et ensuite commencer à écrire un plan, effectivement. Et écrire un plan, ça veut dire, heu, sur ce sujet-là, il s'avère que la science nous dit que la peur est une émotion qui existe depuis plus de 400 millions d'années, c'est-à-dire avant les dinosaures. Mhm. Tous les animaux vertébrés, dotés D'accord. d'un système nerveux, ont ont peur, c'est-à-dire ont une zone de la peur qui s'est toujours activée, parce que c'est une manière de survivre face à diverses menaces. Donc c'est l'émotion la plus vitale, en fait. Et c'est la plus ancienne. Et cette structure centrale dans notre cerveau qui génère la peur, et qui était là il y a 430 millions d'années chez les premiers poissons des premiers océans, on la voit chez tous les animaux vertébrés, et on la voit chez les primates, et on la voit chez l'être humain. Ce qui veut dire qu'on est héritier de quelque chose qui est paramétré depuis très longtemps. Voilà. Nous sommes des êtres qui possédons au fond de nous une potentialité de peur immense. Et c'est là que va s'articuler pour moi une réflexion. Il y a une donnée biologique ancestrale, immuable, à laquelle on ne peut pas échapper. C'est une potentialité de l'esprit humain, c'est d'avoir peur. Et se dire, mais mise en contexte dans le monde d'aujourd'hui, qui n'a plus rien à voir avec les dinosaures, que fait ce circuit? Parce que
On a éliminé les prédateurs, on a éliminé tout ce qui faisait peur à nos ancêtres. Le tonnerre, on pense plus que c'est celle qui va nous tomber sur la tête. L'obscurité, on en a plus peur parce qu'on met des lampadaires dans les rues. Mhm. Tout ce qui a servi à paramétrer ce noyau ancestral, on l'a éliminé grâce à la technique. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? Il va ranger son frein et donc il va donner lieu à de l'angoisse, c'est-à-dire une peur sans objet. Et donc, on se retrouve dans un monde sécurisé, mais angoissé. Peur de l'avenir parce que tout devient incontrôlable. Puis, au moment où des nouvelles menaces émergent, qui n'ont rien à voir avec les menaces de nos ancêtres, qui sont à la fois globales, systémiques, écrasantes, beaucoup plus difficiles à comprendre que simplement voir un loup au détour d'un bois. Quand on vous dit, il peut y avoir une bombe nucléaire qui tombe de n'importe où, ou il peut y avoir une épidémie, ou l'IA peut nous remplacer demain, c'est 1000 fois plus complexe à concevoir pour notre cerveau que simplement prendre la fuite devant un tigre aux dents de sabre. Et donc, cette zone du cerveau qui reste là, toujours avec ses mêmes réflexes ancestraux, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est là que le plan commence à s'articuler en disant, elle ne sait pas gérer, parce que c'est trop complexe, parce que c'est trop global, parce que c'est sur des facteurs beaucoup trop nombreux à prendre en charge pour notre cerveau. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire n'importe quoi. Donc, elle va voilà. Et donc, il va y avoir des comportements palliatifs pour tromper la peur. Il va y avoir des addictions, il va y avoir des comportements de repli sur des groupes, sur Internet, il va y avoir de la violence indiscriminée. Et donc, c'est comme ça que le plan va se construire. Mais en parlant justement des humains et de l'humanité, souvent on entend des gens qui ont un discours alarmiste. Et moi, j'ai envie de savoir, parce que là, on va parler après de la peur, mais est-ce que toi, à force d'être dans la recherche, en plus là, tu me parles de littérature et de gens qui ont vraiment bien cerné, on va dire, l'humanité, tu trouves qu'il faut être alarmiste aujourd'hui? Comment tu regardes l'humanité? Je crois on est pris dans une situation qui a beaucoup de caractéristiques d'un piège pour moi. Et la première étape, ça va être d'en prendre conscience. On voit actuellement, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, des menaces d'un type nouveau qui semblent nous tomber dessus d'un seul coup. Et qui, de fait, nous tombent dessus d'un seul coup. Les 4 sur lesquels j'ai beaucoup insisté, c'est évidemment le réchauffement climatique. Et là, pour répondre à ta question, oui, il faut être alarmiste. C'est-à-dire que c'est pire, pour moi, c'est pire qu'alarmiste. C'est-à-dire qu'on va vers une catastrophe. Bon. Ça veut pas dire qu'on peut rien faire, ça veut pas dire qu'on va pas trouver des solutions. Et ça veut dire qu'il y a une époque qui aura été finalement été assez brève, où on a profité d'un certain nombre de commodités et d'avantages, et que là, la pièce est en train de se retourner, et que, étant scientifique, étant capable de lire les rapports du GIEC et sachant le degré de solidité de ces modèles, on va vers un monde où il y aura moins à boire, où il fera plus chaud, où il y aura moins à manger, où il y aura énormément de migration incontrôlable, des baisses de rendement agricole, des montées des eaux, tout ce qu'on veut. Ça, c'est une certitude. Enfin, rien n'est jamais certain. Mais en langage scientifique, c'est une probabilité suffisamment haute pour qu'on puisse se dire c'est ce qui va arriver. Mais bon, les scénarios sont faits pour être déjoués, hein. On a encore une capacité d'action, mais c'est une menace énorme qui n'est pas immédiate. C'est pour ça aussi qu'elle ne suscite pas de réaction à la hauteur en fait du danger qu'elle suppose. C'est que comme ça n'arrive pas d'un seul coup, que c'est progressif, il y a ce phénomène d'habituation qui fait que on ne prend pas les mesures suffisantes qu'il faudrait prendre. Donc ça en est une. Il y a une deuxième grande menace qui est, on voit très bien la résurgence des conflits à grande échelle, qui ont probablement, à mon avis, et c'est quand même pas mal documenté aussi, leur fondement dans ces enjeux de raréfaction des ressources où chacun va s'organiser dans c'est Jean-Marc Jancovici qui disait ça, et à mon avis, il a raison. Un monde à plus 3 degrés est un monde en guerre. C'est-à-dire plus 3 degrés de température moyenne, ça veut dire des écarts monstrueux, ça veut dire toutes les modifications dans l'accès aux ressources dont je parlais. Ça se traduit inévitablement Par des conflits. Par des tentatives de différents partis, de différents blocs de puissance, de s'arroger certains avantages, que ce soit territoriaux, que ce soit d'accès aux ressources. On sait que les humains fonctionnent comme ça. Tant qu'il y a suffisamment pour tout le monde, ça se passe à peu près bien. Ça a été la période de prospérité, d'accès aux hydrocarbures sans limite. Bon, on a eu ce cadre assez rassurant depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la fin du XXe siècle, ok. Mais là, ça va se durcir à cause de ça, et on le voit. Il y a cette espèce de chose, cet ovni qui nous tombe dessus, qui est l'émergence de l'IA. Et tous les jours, ça s'accélère, ça très très vite. Voilà. Alors là, pour ma part, je pense pas du tout qu'on puisse avoir un discours aussi certain en disant ça va aller vers la catastrophe. On ne sait rien du tout. Ça peut très bien se passer, mais ça fait peur. Et la peur a des conséquences immenses que je détaille dans le livre d'ailleurs,
Mais c'est quelque chose qui arrive, qui est inconnu, qui fait peur, qui est potentiellement une menace, qui est probablement quand même une menace pour le statut de l'humain, et notamment de son utilité dans le travail. Parce que le remplacement du travail par l'IA, pour moi, s'inscrit dans un grand processus du remplacement de l'humain dans le travail depuis la charrue, depuis le néolithique. Il y a eu plusieurs étapes de ça. Après, il y a des nouveaux types d'emplois qui sont créés. Il y a eu l'ère industrielle, mais ensuite l'expansion de l'informatique qui a tué les emplois industriels. Et maintenant, l'IA qui va tuer les emplois cognitifs dans les bureaux en partie. Ouais, donc Voilà, on ça sait bien. prend la forme de choses qu'on a connues. Donc ça aussi, c'est quelque chose voilà. Et puis il y a évidemment la peur de l'autre, c'est-à-dire la peur des invasions, des migrations. On voit très bien comment les régimes se durcissent aujourd'hui, comment les autoritaristes me montent dans plein de... Ça a été quantifié, hein. Partout sur la Terre. C'est pas juste en Europe, c'est pas juste aux États-Unis. Il y a une montée globale de l'autoritarisme qui répond en fait à une peur de l'autre, qui est l'anticipation de ces grands mouvements de migration. On se dit, déjà, on a l'impression qu'il y a des problèmes. Certains ont l'impression qu'il y a des problèmes avec l'immigration aujourd'hui, et ce n'est rien par rapport aux grands mouvements de masse qui vont venir du fait qu'il y a des zones entières du monde qui vont être submergées et qu'il y a jusqu'à 1 milliard de migrants climatiques qui sont anticipés d'ici 2050. Donc, là, on se retrouve en fait devant un monde où il y a un certain nombre de cadres qui étaient rassurants, qui étaient bien posés et qui d'un seul coup volent en éclats. Donc, est-ce qu'il faut être alarmiste? Je pense que c'est ce que j'expliquais dans le bug humain, c'est de dire que notre cerveau, il s'est configuré pour se reproduire le plus possible, exploiter le plus possible ses ressources, sans limite, gagner toujours plus de terrain. Donc on a éliminé toujours plus d'espèces vivantes, y compris les autres humains comme Néandertal, comme l'homme de Flores qui coexistaient avec nous auparavant, parce qu'on est une espèce invasive et on remplit tout notre espace. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on est 8 milliards sur une Terre qui est close et qu'on a tout rempli et qu'on se heurte à une limite. Donc le piège, pour moi, il est là. On est dans le piège d'une population de souris dans une cage qui a tout mangé, qui s'est reproduit, et on se rend compte qu'on peut plus sortir. Donc, et ça remonte à mon avis au néolithique, au moment où il y a eu cette transition démographique, où l'humanité d'un seul coup a explosé parce qu'elle s'est rendue maîtresse des outils de production pour cultiver, s'assurer des ressources alimentaires toujours plus abondantes, et qu'on s'est pas rendu compte qu'au bout d'un moment on arriverait au bout de tout ça. Donc, si on regarde les choses froidement avec cette optique-là, c'est pas rassurant, et on est obligé de se demander comment on peut changer notre logiciel mental pour ne pas continuer sur cette trajectoire-là. Et je pense qu'on n'a pas encore fait suffisamment l'effort de ce diagnostic-là. J'essaye de le porter à la connaissance de pas mal d'acteurs, et ça commence à faire son chemin, mais alors c'est dans un petit microcosme social, dans une petite partie du monde, enfin, qui n'a pas les mêmes enjeux de développement, par exemple, que dans bien des pays en voie de développement. Est-ce que tu penses que plus on connaît, plus on a peur? Parce que, ou est-ce qu'on connaît mal? Est-ce qu'aujourd'hui, on est plus dans une mauvaise information et à ce moment-là, on a de plus en plus de peur? Parce que dans ton livre, on se rend compte que la peur, c'est vraiment quelque chose qui grandit aujourd'hui, qui a une grande place dans notre société. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'on connaît plus ou parce qu'on est mal informé ou trop informé? Alors, je pense que plus on connaît, moins on a peur. Ok, C'est-à-dire que la peur naît de ce qu'on ne connaît pas. ok. Première source de peur, c'est la peur du noir. C'était pas mal, il y a eu beaucoup de recherches là-dessus. Pourquoi est-ce que les enfants ont peur du noir? Apparemment, ça persiste même chez une proportion non négligeable de la population adulte. Ça reste parmi les peurs qu'on peut avoir. Le noir, c'est parce que pour notre cerveau, c'est une situation où il ne peut pas détecter d'éventuelles menaces autour de lui. Et la lumière, pour ça, est rassurante. Donc il y a la zone de la peur dans notre cerveau qui s'appelle l'amygdale. On fait des expériences, on met des gens dans une IRM, on éteint la lumière, l'amygdale s'allume. Tout de suite, elle est en alerte, elle a peur. Bon, genre, évidemment, vous arrivez à vous rassurer, vous vous dites, je suis dans un laboratoire scientifique, il n'y a pas quelqu'un qui va venir avec un couteau, et vous arrivez à vous rassurer. Mais il y a quand même le centre de la peur qui s'allume. Et dès qu'on allume la lumière, le centre de la peur, il s'éteint. Donc ça montre juste que ce qui fait peur, c'est de ne pas savoir. D'accord. C'est l'obscurantisme, c'est le doute, c'est l'incertitude. Et dès qu'on donne des explications aux gens, et ça j'ai toujours remarqué, ça rassure. Même quand vous dites, voilà pourquoi la situation est catastrophique, et c'est très clair, parce que c'est pour ça, et que là, ça vient de telle période de l'histoire, et aujourd'hui, malgré le fait qu'on constate un danger, il a beaucoup moins d'emprise sur nous, parce que on a la logique et la compréhension, la clarté de la situation. La clarté et la compréhension du fait que c'est logique, ça rassure. Donc, plus on va travailler
Mais informer, qu'est-ce que ça veut dire? Bah oui, C'est pas juste projeter des faits en bien boucle sûr. et en saturer le psychisme des gens, c'est expliquer comment on comprend. Aujourd'hui, il y a une disproportion entre la masse d'informations qu'on reçoit et l'incapacité dans laquelle nous sommes de leur donner du sens et de les décrypter. C'est pour ça qu'on a besoin de comprendre, on a besoin de décrypter. Il faudrait moins accumuler d'informations, mais toujours les analyser. Oui, parce qu'aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a l'angoisse qui grandit, enfin, comment t'expliques ça? Si on est censé plus connaître par rapport à hier. D'abord, on vient de 3 millions d'années d'évolution où nous avons été des êtres fragiles. OK. Hein, prenez un Australopithèque, un Homo habilis, Homo erectus, qui étaient nos ancêtres il y a 2 millions d'années. Ils passaient leur temps à fuir. C'était des proies, en fait. Pas du tout en mesure de lutter contre des grands prédateurs comme les ours des cavernes, les tigres dans le sable. Donc, la zone de la peur, elle a eu des millions d'années pour se muscler dans le cerveau de nos ancêtres. Elle est toujours là. Donc, elle est toujours prompte à se réveiller. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, les humains ont réussi à apaiser leur peur par quelque chose qui, en fait, est presque la définition de notre humanité, c'est la capacité à coopérer. C'est-à-dire Mmh. qu'on voit les humains qui ont commencé à former des groupes où ils ont pu monter la garde le soir autour du feu, ou organiser des lignes de défense contre des prédateurs, des agresseurs, ou s'organiser ensemble pour chasser, pour traquer, pousser les animaux dans telle direction, bah là, ils se sont découverts une force qu'ils n'avaient pas en tant qu'individus. Et on voit que toutes les situations où les individus font groupe, leur peur décline, leur centre de la peur s'éteint, et donc c'est le groupe qui chasse de façon ancestrale chez l'être humain, c'est le groupe qui fait refluer la peur. Et ce qui se passe, c'est que c'est là qu'on a été embarqué aussi dans une aventure assez funeste. C'est que pendant 99,99% du temps que nous avons passé, nous les humains sur Terre, c'était à l'époque de la préhistoire, et les groupes humains comptaient quelques dizaines d'individus. Donc c'est la structure du clan. Dans la structure du clan, vous connaissez tout le monde. C'est quasi familial, c'est fusionnel. Donc la réassurance par le groupe passe par le fait que vous connaissez les gens, vous avez beaucoup de contacts très affectifs, on sait que ça libère des endorphines dans le cerveau qui fait qu'on se sent bien. Ces endorphines vont se fixer sur l'amygdale et lui dire tais-toi, donc elle se calme, on est bien, on peut affronter le monde entier quand on est en groupe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a 10 000 ans, c'est donc le moment où les êtres humains quittent leur mode de vie de chasseurs-cueilleurs, où ils vivaient en gros une centaine d'individus qui se connaissaient par cœur, pour basculer dans un monde qui est celui du néolithique, avec l'agriculture, la sédentarisation, les premiers villages, les premières villes, et ça augmente très très vite. En quelques siècles, on a des villes de dizaines de milliers d'habitants qui apparaissent, et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'individu, il perd son clan originel, il se retrouve dans un monde avec des milliers de personnes qu'il ne connaît pas. Donc, il ne peut plus calmer sa peur par le sentiment d'appartenance fusionnelle à un clan. Comment est-ce qu'il va calmer sa peur? Et on se rend compte qu'à ce moment-là apparaissent des rituels collectifs. Exactement à ce moment-là. Les rituels collectifs, c'est des moments où les gens qui se connaissent pas forcément se regroupent sur des places et puis ils font des gestes complètement synchronisés, ils prononcent des paroles rituelles. Et à ce moment-là, ce qu'on a pu montrer expérimentiellement, c'est que le sentiment de faire partie d'un groupe euh, se reconstitue. Même avec des inconnus, si vous êtes dans un rituel, vous avez un sentiment de fusion et la peur baisse. Donc le rituel fait baisser la peur. Les religions vont apparaître en général 100 à 200 ans après les premiers rituels. C'est une chronologie qui est très très bien établie. Et donc les religions vont ensuite jouer un rôle essentiel pour calmer la peur. Et c'est toujours le cas dans beaucoup d'endroits du monde où il y a une forte ferveur religieuse. C'est très anxiolytique, ça calme énormément. Et puis dans l'histoire de l'Occident arrive la Renaissance où là les religions sont bazardées par les systèmes héliocentriques du monde, l'affaiblissement des croyances, la théorie de l'évolution et le monde rationnel dans lequel on entre où il y a de moins en moins d'emprise des croyances religieuses sur le mode de vie matérialiste qui est le nôtre. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on n'a plus la protection du clan, on n'a plus la protection de la religion, et en plus, on se retrouve dans une économie qui, à partir des années 80, a mis en avant l'autonomie de l'individu, le consommateur libre de ses choix, et le délitement en fait des structures d'appartenance sociale traditionnelles, qu'ont pu être la structure de famille du début des années, on va dire 1900, où on habitait encore dans les campagnes avec plusieurs générations sous un même toit, où l'Église jouait encore un rôle important. Après, il y a eu les syndicats, le rôle de la nation, qui recréait quand même un sentiment d'appartenance à un groupe qui, à partir des années 80, va vraiment s'effondrer. Et donc, l'individu devient l'alpha et l'oméga de la société. Je vis juste pour mes désirs personnels, je n'ai de compte à rendre à personne. Donc, j'ai beaucoup d'autonomie, mais je n'ai plus de groupe, en gros.
en gros pour simplifier, et donc je n'ai plus de protection contre ma peur. Mmh. Mon amygdale, mon centre de la peur, maintenant, il n'a plus rien pour le calmer. OK. Tout ça, ça va fonctionner en gros, ça fonctionne pendant 20-30 ans, jusqu'à maintenant où on voit les menaces qui ressurgissent. Avec Fukuyama disait, c'est la fin de l'histoire, tout le monde va vivre une existence agréable simplement en gagnant sa vie, en allant dépenser son argent dans les supermarchés, il n'y aura plus de conflits, on voit que le conflit revienne, le climat s'effondre, il y a une nouvelle forme d'intelligence qu'on connaît pas trop qui arrive là-dessus, l'IA, et donc on a des nouvelles menaces, un vieux cerveau qui n'a plus de barrière à sa peur, et donc c'est pour ça que je me suis dit là, qu'est-ce qu'on fait et quelle va être la réaction de ce cerveau sans système de protection contre la peur aujourd'hui et face à des menaces émergentes? J'ai une question, la peur, ça existe depuis très longtemps. L'angoisse, c'est quelque chose de plus récent. La phobie, c'est plus récent ou ça a toujours aussi été là? Alors, l'angoisse, c'est la peur, bon, effectivement, la peur brute, c'est la peur qu'on voit chez tous les animaux. Vous allez voir la peur chez une souris, vous allez voir la peur chez un rat, vous allez voir la peur chez un pigeon, enfin, OK. c'est l'amygdale brute, c'est le centre de la peur ancestrale il y a des centaines de millions d'années. Ok. Mais ça, c'est la peur qui est générée par un stimulus qui fait peur. Je vous mets devant les dents de la mer, je vous mets devant Le noir, par exemple. Tout à l'heure, on disait, ou on le est dans un noir, IRM, on est dans voilà. l'obscurité et tout de suite, on a peur. Oui. Ou alors vous mettez devant un précipice. L'amygdale s'allume systématiquement. Voilà. On est terrifié, on se fige, c'est une réaction salutaire hein, face à un précipice, vous figez de peur. Ok. Donc ça, c'est face à un stimulus, ça c'est la peur. Mais l'être humain, il a une capacité en plus, c'est de se faire peur par l'imaginaire. Et, voilà. Et c'est là qu'interviennent les zones complexes du cerveau, qui est notamment le réseau par défaut, c'est qui est capable d'imaginer, hein, et qui va faire que vous êtes le soir allongé dans votre lit, il n'y a aucun danger, et pourtant, vous êtes angoissé. Parce que vous dites, putain, qu'est-ce que j'ai vu aux informations là? Ouh là là, ça va pas trop fort la planète en ce moment. Ou zut, je sais pas si j'ai bien fignolé ma présentation, mon projet demain devant le boss. Peut-être que je vais me planter complètement, je vais être viré. Donc c'est la capacité de l'être humain à imaginer tout ce qui peut arriver, ce qui fait la force de notre esprit, tous les différents scénarios qui peuvent se présenter. C'est ça qui n'a pas forcément un rat ou une chauve-souris. Nous là, on est capable d'imaginer toutes sortes de scénarios. Et le problème, c'est que dans un monde où on est peu rassuré par les attaches sociales et où l'explosion des possibles semble infinie, avec toute la complexité du monde dans lequel on vit, toutes les menaces qui peuvent surgir de partout, et toutes les menaces qui nous sont ensuite projetées par les médias devant les yeux en boucle, où là, l'imaginaire, ça commence à tourner en boucle, et cette capacité d'imagination, ce réseau par défaut, va directement stimuler l'amygdale et créer cette situation de peur sans objet bien défini. Et donc, c'est une peur indifférenciée, c'est parce qu'on l'appelle l'anxiété. Elle est à la fois pas fixée sur un stimulus précis et elle n'est pas fixée sur l'instant présent, mais c'est par anticipation. Ça peut être à différentes échelles de temps. Et là, on entre dans le monde infini de l'angoisse, qui est un des traits cardinaux de notre société, puisque les chiffres épidémiologiques des troubles anxieux sont en pleine explosion, notamment chez les plus jeunes, puisque eux On découvre. font travailler leur imaginaire. Quand on est jeune, on se projette, on se dit comment je vais faire ma vie? Et quand on vous dit dans 20-30 ans, il va faire 50 degrés dans les rues, et puis je vais plus faire d'enfants, puis d'autre part, je me demande si ça vaut la peine de faire des études longues, peut-être que j'ai intérêt plutôt à avoir des carrières plus courtes, à trader un peu en bourse, gagner beaucoup d'argent, parce qu'on sait que l'argent, ça apaise la peur aussi. Ça, c'est un grand résultat en neurosciences, c'est que le plus grand anxiolytique, avec la morphine, voire le problème d'opiacés qu'il y a aux États-Unis, c'est l'argent. Et si vous avez de l'argent, vous arrivez à calmer votre amygdale. Moi, je suis frappé de voir à quel point on est à la fois dans une période où l'anxiété augmente et où le grand désir de beaucoup de gens que je vois autour de moi, y compris chez certains jeunes, qui pourtant sont aussi parfois très mobilisés pour des causes comme le climat, euh, vraiment sont dans une recherche de sécuriser leurs revenus et de gagner, si possible, beaucoup d'argent. Et quand on voit l'impact de l'argent sur ce centre de la peur et comment ça va l'apaiser, c'est très troublant. C'est-à-dire qu'on entre dans une période qui fait peur, on essaie de s'apaiser par de l'argent, mais ça ne fait qu'entretenir un système qui, quelque part, augmente l'intensité des dangers qui pèsent sur nous. Donc il faut décrypter tous ces mécanismes, en fait, pour trouver les bons choix. Une fois que notre cerveau primitif, très enclin à la peur, se retrouve confronté à des menaces totalement inédites comme celles auxquelles on doit faire face aujourd'hui.
et qu'il a perdu en fait sa carapace traditionnelle contre la peur qui était l'appartenance sociale, malheureusement, il va pas rester les bras ballants devant cette situation-là. C'est-à-dire qu'il va chercher des moyens d'apaiser sa peur, et comme il ne peut pas le faire par la réassurance des liens sociaux, il va le faire par des des comportements palliatifs. Et il y en a plusieurs, j'aime parler de l'argent, Mmh. mais sans doute un des plus préoccupants, c'est un repli vers le groupe sous sa forme régressive. Je veux dire par là que pendant longtemps, la façon pour un être humain d'appartenir à un groupe, c'était soit par l'appartenance clanique, soit par des systèmes institutionnels, le rôle de la nation, ou des rituels, ou de la religion. C'était très codé, en fait, l'appartenance de l'individu. Aujourd'hui, ces codes-là ont volé en éclats. Donc le seul moyen pour l'individu apeuré aujourd'hui de se réinscrire dans un groupe, c'est en fait c'est la masse, c'est l'instinct grégaire. Et on voit énormément d'espèces qui n'ont pas développé des codes d'appartenance comme l'État, la nation, la religion, j'en sais rien, mais qui se protègent contre la peur et contre les prédateurs en se fondant dans le groupe. Et c'est le comportement grégaire qu'on a chez les ruminants, les gnous, même des bancs de poissons, par exemple. Les poissons se regroupent en bancs dès qu'il y a une menace. Parce qu'une fois que vous êtes noyé au milieu des autres, vous êtes beaucoup moins repérable par un prédateur. Et on a beaucoup d'expériences qui montrent que les humains, quand ils ont peur, ont tendance à se comporter de façon totalement grégaire. C'est l'instinct de troupeau. On le voit à la bourse, par exemple. Dès que le climat boursier devient un peu incertain, il y a des phénomènes de mimétisme qui donnent lieu au crack, par exemple. On le voit dans les mouvements de foule, dans les concerts. Dès qu'il y a une alerte à la bombe, n'importe quoi, même un danger qui n'est pas forcément avéré, tout le monde se regroupe vers les mêmes entrées. Donc ça, c'est l'instinct grégaire qui se remet en marche quand on a peur parce que c'est une façon régressive d'appartenir à un groupe. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça a plusieurs conséquences. Et d'une part, la peur, elle va pousser les comportements consuméristes de masse. On va tous chercher les mêmes marques, les mêmes produits pour ressembler aux autres. On se dit qu'on est dans une société les libertés individuelles, en fait, on est totalement grégaire, recherchant tous à peu près les mêmes produits, les mêmes comportements. Et faire preuve de libre arbitre et de liberté de penser, c'est pas si simple, en fait. Il faut arriver à désamorcer ces mécanismes-là. Donc ça, c'est un premier mécanisme de repli vers la masse. Mais il y a une deuxième réaction de notre cerveau quand il a peur, c'est l'agression. Et ça a été très bien démontré par un grand neuroscientifique français dans les années 60-70, Henri Laborie, peut-être la petite salpêtrière. C'est lui qui a inventé notamment les neuroleptiques. Donc les premiers traitements contre la schizophrénie, enfin c'est un génie. Et lui, il a montré que si vous faites peur régulièrement à un rat, par exemple, il va développer de l'anxiété, des ulcères, il va perdre ses poils, il va maigrir, il va vraiment se déliter complètement, sauf si vous mettez un autre rat dans sa cage qui peut agresser. Et à ce moment-là, à partir du moment où il agresse un autre, il reprend du poil de la bête, littéralement, ses ulcères se résorbent, sa pression sanguine redevient normale, la peur se décharge sur un bouc émissaire. Et donc, on voit que les périodes de l'histoire, des périodes de grande peur, sont des périodes où des groupes humains vont se décharger de leur peur en exterminant des boucs émissaires. On peut relire, par exemple, l'histoire du nazisme et de la Shoah comme ça. C'est une période de grande peur qui fait suite à la récession en Allemagne, au krach boursier, un peuple qui est vraiment angoissé par son avenir et qui va se reconstruire en partie en exterminant un autre groupe humain. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de façon assez régulière. Et quand vous combinez ces deux réactions qui sont le mimétisme, l'instinct grégaire que je viens de citer, et la violence par détournement, vous obtenez l'équation de l'autoritarisme, en tout cas, avec des comportements où tout le monde fait pareil, tout le monde se rallie sous une même bannière, admet l'autorité d'un chef unique, et va avoir des boucs émissaires dans la population. Et donc une époque qui a peur, c'est une époque qui va aller vers l'autoritarisme. Et aujourd'hui, je cite pas mal d'enquêtes qui montrent que c'est le cas dans divers endroits du monde. Il y a une étude qui a porté sur 43 pays sur les 5 continents qui montre qu'il y a une tendance globale à se regrouper vers des leaders autoritaires et à stigmatiser des minorités. Et pour moi, ça, c'est quelque chose, je trouve, qu'on doit étudier quand même sous l'angle de la peur. C'est-à-dire que si nous sommes dans un monde où on a le sentiment qu'on va pas s'en sortir, et je pense que c'est le sentiment dominant, la réaction mécanique des groupes humains, c'est la voie de l'autoritarisme. Et je pense que c'est intéressant de se dire, au moment où on voit des indicateurs en ce sens-là, est-ce que nous sommes libres de nos actes? Est-ce que nous sommes
des êtres matures? Est-ce que nous décidons vraiment de ce qui arrive ou est-ce que nous sommes juste les jouets de ce petit centre cérébral qui vient d'il y a 400 millions d'années? Et j'aimerais que tout le monde puisse se dire: «Bah, zut alors! Est-ce que j'ai envie d'être piloté par Ça. cette petite, noyau de neurones que je partage avec la salamandre? Ou est-ce que j'ai envie d'accomplir mon humanité en prenant connaissance de ces ressorts intimes pour véritablement exercer mon libre arbitre?» Est-ce que tu as une anecdote autour du livre, que tu pourrais nous raconter? Et il m'est arrivé une histoire, mais peut-être que je n'y aurais pas prêté attention si j'avais pas, juste terminé à ce moment-là d'écrire le livre. C'est que je rentrais chez moi et je passe un moment devant un carrefour. Enfin, il y a 2 routes qui se croisent et là, je vois des voitures qui klaxonnent, et les voitures passent vite, mais elles contournent un véhicule qui a arrêté de travers au milieu du carrefour. Et là, je vois une femme qui est debout à côté de sa voiture, blême, et qui m'appelle: «Monsieur, monsieur, monsieur». Je m'approche et dis: «Est-ce que vous avez peur des araignées?» Je dis: «Bah, non, pas trop, pourquoi?» Et elle me dit: «Aidez-moi, aidez-moi, j'ai une araignée sur mon pare-brise». Donc je me faufile et puis vraiment, c'était une situation assez dangereuse. Vraiment, le trafic était intense, les voitures pilaient juste à côté et je me penche et je vois effectivement une araignée de jardin qui était, sur le pare-brise et elle me disait: «Je peux pas rentrer chez moi, je peux pas même pas rentrer dans ma voiture, sauvez-moi». Et donc je prends un mouchoir, je prends l'araignée, je la jette dehors et elle me dit: «Vous m'avez sauvé». Et là, je me suis dit: «Écoutez», je lui ai pas répondu, je dis: «Vous en prie», mais après je me suis rendu compte que je l'avais peut-être sauvée, mais pas de l'araignée qui ne représentait aucun danger, mais de la situation qu'elle avait provoquée à cause de l'araignée. Et ça m'a fait prendre conscience que nos peurs, parfois, elles sont dangereuses non pas à cause, du danger, concret auquel elles réagissent, mais à cause des répercussions qu'elles vont avoir si on ne maîtrise pas, justement, les réactions qu'elles nous amènent à adopter. Et c'est pour ça que j'ai décidé de terminer le livre d'ailleurs sur cette anecdote-là, parce que je crois qu'on est un peu comme cette femme, sur ce carrefour. On est aussi au carrefour de lignes de force dans notre monde qui sont colossales, avec des intérêts militaires, stratégiques, financiers, et qu'à ce moment-là, on a le choix. Soit on comprend pas les mécanismes de notre peur, et ça peut provoquer une collision, soit on les comprend, et on peut délicatement poser l'araignée sur le talus. Qui est possible avec ton livre. Merci Sébastien. Merci Barim, merci beaucoup. Maintenant, vous savez tout sur la peur. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que je le trouve très bien documenté et en même temps accessible. J'ai réussi à mieux comprendre ce qui se passait dans mon cerveau. Je trouve que ça permet de prendre du recul sur la peur, les angoisses, les phobies, des choses qui vraiment s'emparent de nous et nous dominent et nous font faire un peu n'importe quoi. En réalité, c'est une belle prise de recul et je trouve que vraiment Sébastien Boller arrive à bien retranscrire tout ça. Bonne lecture et à la semaine prochaine.